Bonjour, bienvenue à vous sur ce premier épisode d'Obsession, le podcast où je vous parle de ce qui m'anime en ce moment et où je reviens plus en longueur sur un sujet spécifique. Donc là, comme vous le voyez à l'écran aujourd'hui, on va parler jeux de figurines et plus précisément Marvel Crisis Protocol. Dans à peu près une semaine, quand je tourne cette vidéo, j'ai un tournoi et j'ai décidé d'y aller en Brotherhood of Mutant. J'ai ma liste et devant vous, je vais essayer de vous la recréer et de vous expliquer un peu mes choix. Pour un peu de contexte, je suis un joueur qui joue assez peu malheureusement. Je dois avoir 7 parties jusque-là, dont 6 en tournoi. Je joue plus en tournoi que pour m'entraîner, j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Mais j'ai le temps de pas mal réfléchir et d'essayer de voir un peu ce qui pourrait être intéressant dans la filiation que je joue. Ça va donc, vous allez rencontrer pas mal de lacunes potentiellement par rapport à des gens beaucoup plus compétitifs, hein, mais je pense que mes réflexions peuvent être intéressantes pour vous. Si vous cherchez des informations compétitives sur Mavericks Protocol, je vous invite à aller voir en particulier le podcast Brace for Impact avec Icaris, Talout et Poulet, et les deux chaînes YouTube de ces deux derniers. Tout ça, c'est vraiment très très purement compétitif. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube Entre deux guerres Studio, qui va être plus mix entre compétitif et un peu plus léger comme format, qui est très intéressant aussi. Voilà. Donc, cette liste, j'ai l'intention de jouer Brotherhood of Mutant, comme je le disais. Brotherhood of Mutant, ça veut dire qu'on a le choix, on va voir ça, entre deux leaders qui vont être, on va descendre un peu, les deux leaders potentiels vont être Magneto et Mystique. Magneto d'abord, ça va être un leader qui va être beaucoup plus costaud pour des parties où on va jouer beaucoup au centre. Il joue clairement la poutre. Le plan avec lui, c'est de l'amener au centre, de balancer des décors de partout et de faire de très gros dégâts pour coucher des gens. Il vaut 6 points, il est assez lourd. Donc jouer autour de Magneto, ça veut dire qu'on va sûrement avoir moins de figurines. L'autre option qu'on a, c'est Mystique. Mystique, elle est beaucoup plus légère, elle ne coûte que 3 points, et elle bouge vite. Et elle est clairement axée sur un jeu basé sur le fait de marquer beaucoup de points, beaucoup plus vite. Donc on a vraiment deux optiques, et quand on construit une liste de Brotherhood, on a le choix entre jouer l'un ou jouer les deux. Moi là, je vais faire le choix de jouer les deux. Forcément, ça veut dire qu'on sera moins polyvalent dans chacun des aspects. Mais avant chaque partie, on aura le choix en fait, entre deux options, en fonction de l'adversaire, en fonction de la table, en fonction des scénarios aussi, et surtout, et un petit intérêt secondaire que j'aime particulièrement, c'est qu'à partir du moment où on a ces deux options, l'adversaire ne va pas savoir d'emblée ce qu'on va jouer. Et ça introduit une sorte de mind game dans le jeu. Est-ce qu'il va essayer d'anticiper et se couvrir qu'une seule des deux listes, ou est-ce qu'il va essayer d'avoir un truc qui sera moins optimisé, mais qui pourra affronter les deux? Je trouve ça assez intéressant. Donc, premier élément, on choisit ces deux personnages-là, et immédiatement, si on joue ces deux-là, il va y avoir quelques tactiques d'équipe qu'on va mettre tout de suite. Euh, Forcément, on joue Brotherhood, on a The Book of Truth qui devient accessible, qui permet d'avoir une relance. On y a Magnetic Refraction, qui est une des cartes spécifiques de Magneto, qui permet à chaque tour d'avoir une bulle de couvert sur Magneto et sur les alliés qui sont autour. Et vu qu'on joue Brotherhood, on le reprend en main à chaque fois qu'on joue. Ça permet de le rejouer à tous les tours tant qu'on a l'énergie. Et dernière option, on a Astéroïde M qui vient. On reviendra tout à l'heure sur Astéroïde M, c'est très fort dans les deux options dans tous les cas. On a Mystique. Mystique a elle aussi sa carte spéciale. Déception, c'était avant, on l'a malheureusement perdu parce que ça a été remplacé par Stolen Identity, qui reste très intéressante à mon sens, bien que pas pété comme l'était la précédente. Ça permet en gros d'approcher d'elle un personnage isolé ennemi qui n'a pas encore été activé. Ça me semble très intéressant d'intégrer. Voilà pour les 4 premières cartes tactiques qu'on va jouer obligatoirement avec ça. On va maintenant aller sur les personnages qui me semblent indispensables. Premier personnage indispensable, il n'y a même pas de discussion, le crapaud. Crapaud, c'est un personnage qui est affilié
Brotherhood, qui coûte 2 points, c'est le meilleur, ou l'un des meilleurs persos 2 du jeu. C'est auto-inclus. Ensuite, on va revenir sur Magneto. Magneto, une chose intéressante, c'est qu'il a besoin, il génère 2 énergies, mais il est très mou. Et ce qu'on veut faire souvent avec lui, c'est réussir à l'amener au milieu du terrain dès le tour 1, sans avoir à le bouger, pour qu'il puisse activer ses capacités, en particulier son lancer de pouvoir, son lancer de décor attraction fatale. Lui-même, grâce à son construit qui va poser tour 1, il aura ses 2 points de pouvoir. On va avoir comme élément essentiel pour ce plan du Magneto Rush, on va l'appeler comme ça, Astéroïde M, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. 2 personnages Brotherhood doivent dépenser 2 énergies pour déplacer l'un d'entre eux, en l'occurrence Magneto, à côté du second. Donc le but à partir de là, ça va être d'avoir un perso mutant qui va se retrouver avec 2 points de pouvoir et qui sera en centre de table. Le premier perso qui permet de faire ça, qui est l'un des seuls en Brotherhood et le seul qu'on va jouer nous, ça va être Juggernaut. Juggernaut, ici, son élan inarrêtable fait que s'il bouge, ce qu'il fera forcément, il récupère 2 points d'énergie, ce qui permettra à Magneto de venir à côté. Il pourra aussi faire son rien n'arrête le fléau, qui permettra de détruire un décor. Ça lui coûte 3 points d'énergie, il en a 3, ça permettra aux 2 points d'énergie aux points d'énergie du décor détruit, d'être dispersés sur d'autres personnages qui pourront eux servir de relais à Magneto en cas de Magneto Rush. Magneto, lui, il arrive avec une carte tactique qui est aussi indispensable à mon sens, qui est Do You Know Who I Am, qui est un lancer de décor. Qui est un lancer de décor pour 3 points d'énergie, 3 points de pouvoir. Ça permet de lancer du décor taille 4, ça le lance très loin. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un lancer de décor qui se trouve en carte tactique, ce qui peut donc être fait à un autre moment que lors de l'activation de Magneto. De Juggernaut, pardon, pas de Magneto. On a vu déjà que Jug était très synergique avec Magneto, et en fait, ce pouvoir de cette carte de You Know Who I Am est aussi très synergique avec Mystique. Parce qu'on peut utiliser du coup une carte tactique lors de l'activation d'un autre personnage. Donc pendant l'activation de Mystique, on peut activer Do You Know Who I Am. Et Mystique ayant métamorphe, ça empêche les adversaires de réagir pendant son tour à elle. Et donc d'esquiver le décor taille 4 qu'on va avoir balancé grâce à Brace for Impact. Voilà. On a notre corps de 5, notre corps de 4 déjà. On a vu que Magneto, là on a un moyen de faire le Magneto Rush avec Fléau, avec le Juggernaut. Le problème c'est que Magneto ça coûte 6, Juggernaut il coûte 5, on est déjà à 11. Je trouve ça indispensable de rentrer un deuxième perso permettant de faire le Magneto Rush, un perso à 2 ou à 3. Et mon choix se porte immédiatement sur ce bon Lockjaw. Pourquoi? Parce que Lockjaw, il a de base 4 points de pouvoir, s'il a quelqu'un à côté de lui, ce qui est très facile, et il peut balancer un décor, taille 3. Donc il va balancer ce décor taille 3 dans le vide, ou sur un décor taille 2. Si c'est sur un taille 2, ça fait taille 3 plus taille 2, 5 points de pouvoir qu'on va pouvoir répartir avec Magneto, ce qui permettra d'avoir un petit mutant, un autre mutant plutôt qu'un petit, qui aura ses 2 points de pouvoir et auprès de qui Magneto va pouvoir se téléporter. Un tour, par exemple, on l'a vu, mais ça pourra être aussi un niveau 3. Lockjaw va aussi nous être utile sur d'autres parties quand on jouera avec Mystique. Mais ça, on reviendra sur ce que j'aimerais bien développer avec Mystique tout à l'heure. Perso qui me semble obligatoire immédiatement, c'est Pyro. Pourquoi Pyro? Pyro, c'est un très bon 3 qui tape en jaune. On va le voir, dans cette liste, on va taper quasi exclusivement en rouge. Ça nous ouvre un peu d'autres types de dégâts. Ensuite, il permet de coller une attaque à distance 4, ce qui est aussi une des faiblesses de notre affiliation jusque-là. Il a un beam, ce qui permet de cibler plusieurs personnages en même temps. Il permet de l'avoir beaucoup d'incinérer, de calciner
sur des personnages adverses, ce qui est très intéressant à mon sens, on y reviendra un peu tout à l'heure. Et surtout, il arrive, ce bon vieux Pierrot, avec une carte tactique qui est, à mon sens, inestimable, pyrotechnique, ce qui fait qu'un personnage qui est calciné, Cinerate, par Pyro ou par le crapaud, qui permet aussi d'incinérer, ça permet de lui faire lâcher un token qui tiendra et de l'éloigner de Pyro. Là, on arrive sur le plan mystique, qui est de nous de faire des points et d'empêcher l'adversaire d'en faire. C'est très très fort comme carte. Et ça permet aussi, quand on joue Magnéto, on va marquer peu de points parce qu'on va avoir un leader à 6, mais ça permet d'éviter pyrotechnique un tour où l'adversaire risque de s'envoler. On lui faisait perdre 1 ou 2 points. C'est très important, très intéressant. Ensuite, on va vouloir un personnage Brotherhood à 4. Ça me semble obligatoire pour être sûr de toujours avoir l'affiliation et de rentrer dans le bon nombre de points. Personnage Brotherhood à 4, on a de la chance, c'est qu'on a quand même du choix. On a le choix entre pas mal de personnages différents qui vont tous potentiellement nous apporter des choses que les autres n'apporteraient pas. On a le choix, vous voyez, entre 5 personnages qui vont tous nous apporter des avantages différents. Colossus, d'abord, lui, il nous apporte un personnage solide, qui peut protéger les copains. Ce qui, en soi, est assez intéressant. Dents de Sabre nous apporte sa mobilité. Emma Frost nous apporte des attaques en bleu, et potentiellement la possibilité d'aller sur du Hellfire Club. Après, ça veut dire, si on joue Hellfire Club, on est obligé de jouer sa carte, qui est une carte restricted, et ça nous limite sur les cartes restricted. C'est une option qui me semble intéressante. On a Sabre Tous, qui est une bonne grosse brute pour coller des pains, et on a Malicia. Malicia, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle cogne fort, déjà. Elle a une carte tactique qu'on verra tout à l'heure. Elle est solide. Et elle a une petite charge. Charge, elle a un point de pouvoir, il lui faut un deuxième. Grâce à Magneto, si on utilise Juggernaut ou Guldor pour redistribuer des points de pouvoir, on peut en donner un à Malicia, qui en aura 2, et qui pourra donc faire sa charge tour 1. Ça permet de ne pas forcément, quand on joue Magneto, d'avoir un plan B qui ne soit pas un Magneto Rush, de pas bêtement envoyer Magneto tour 1, de le garder pour le tour 2, et d'utiliser des persos qui chargent, en l'occurrence Malicia. C'est ce sur quoi je vais me concentrer, et c'est elle que je vais choisir comme perso à 4. On pourrait éventuellement rentrer un deuxième, ça va pas être mon choix. Pourquoi? Pourquoi ça va pas être mon choix? Parce que je veux avoir la possibilité, quand on joue 19 points, de jouer 7 persos. Pour jouer 7 persos en 19 points, ça veut dire jouer 5 persos à 3, 2 persos à 2. Ce qui veut dire que les 3 derniers slots qu'on va avoir, ça va être 2 slots à 3, 1 slot à 2, pour rentrer dans cette option. Ça va nous permettre aussi d'avoir ce choix de perso à 3, et d'avoir 2 persos à 2 encore plus, de jouer Magneto en 19 points avec 6 figurines. Magneto, 6 figurines en 19 points, ça veut dire qu'on a quand même des chances de pouvoir jouer notre Magneto en dernier, et donc de nous faire un beau Magneto Rush. Donc, l'objectif, jouer 7 persos, en 19 points, c'est d'avoir aussi des personnages solides pour affronter des team attrition qui vont avoir du mal à nous les sortir. C'est pour ça, on veut des persos rapides, nombreux, et qui tiennent bien la route. Malicia peut rentrer dans ce cadre-là, en 20 points. Et cette idée d'avoir plein de persos qui tiennent le coup, ça va être important pour le choix de nos cartes tactiques. On a déjà sélectionné 6, il en reste 4. Et vu qu'on a décidé de ne pas rentrer Emma Frost, on a encore nos 2 cartes restricted. Nos 2 cartes restricted, on va commencer par Sacrifice. Sacrifice qui permet d'utiliser un de nos persos en garde du corps. Soit pour protéger Juggernaut, soit pour protéger Magneto, soit pour cette version ou cette figurine, de faire en sorte qu'un personnage sur le point de mourir ne décède pas. Ça permet d'avoir de la solidité. Deuxième carte restricted, ça va être Brace for Impact. C'est toujours important de l'avoir, je pense. Dès qu'on peut la caler, on la cale. Ça permet de se protéger d'un envoi de décor, ce
toujours utile. Et ça va donner un peu moins l'envie aux adversaires de détruire nos décors qu'on pourra balancer nous-mêmes, vu le stock de lance de décors qu'on a. Parce que jusque-là, sur les personnages qu'on joue, il n'y en a que 2 qui ne détruisent pas de décor, le crapaud et Pyro. Et on n'a pas fini, je pense en rajouter un autre, on va voir ça rapidement. Il reste 2 classes, il y en a une qu'on gardera pour la toute fin, on verra en fonction de où on en est. Et là, celle que je veux moi jouer, ça va être la spéciale de Malicia. Magnified Cut-In, qui est à nouveau, comme sacrifice, une façon de protéger un adversaire, un allié qui se fait cogner. Donc on commence à avoir 2 cartes de garde du corps, ça nous permet de gérer un peu où l'adversaire va coller ses attaques. Reste une carte tactique, on verra plus tard, on va finir la liste de personnages. On l'a dit, on veut absolument un perso à 2 et 2 persos à 3. On va aller voir du coup ce qui nous reste en Brotherhood, non joué en perso à 3, sachant qu'il ne reste plus de perso Brotherhood à 2. Perso Brotherhood à 3. Gambit. Gambit, c'est un très mauvais personnage, malheureusement, on ne peut pas le jouer. Mystique on joue déjà, Pyro on joue déjà. Il nous reste le choix entre Blob et Vive Argent. Ça va être un peu 2 personnages entièrement opposés. Vif Argent, ça va être un perso très très rapide, qui va nous permettre d'aller chercher des points au moins. Colosse, ça va être plutôt un personnage mou, mais qui va pouvoir se placer à un endroit, au centre de la table. Et quand il est au centre de la table, il a 2 intérêts. Il tient le décor, on ne peut pas le virer, et il nous permet de faire plus facilement Magneto Rush. C'est à nouveau un personnage qui lance des décors, ce qui est toujours important avec Magneto. Et c'est un personnage qui est assez solide avec son A à sa chatouille, qui lui permet de bien encaisser et de repousser les personnages qui viennent s'en prendre à lui. A à sa chatouille, je trouve ça intéressant aussi dans une histoire d'un sacrifice. Donc je vais le rentrer immédiatement. J'aime bien aussi le fait qu'il a un gros socle dans une liste où on a déjà Guldor, Lockjaw, qui peut le déplacer. Ça permet de gagner du terrain. Donc ça va être lui qui va rentrer, mais ça aurait aussi pu être Vif Argent. On aurait pu rentrer les deux, mais à ce niveau-là, on est déjà sur les 8 premiers persos à 7 persos affiliés. Ce qui fait qu'on peut, sur les 2 persos qui restent, rentrer des persos en splash. Donc on a le droit à un perso à 3 en splash. On en a besoin, même, c'est plus qu'on en a le droit. Perso à 3, il y a 2 choses qui auraient pu m'intéresser, c'est d'avoir un perso qui tape en bleu, parce que on n'a aucun perso qui tape en bleu, vu qu'on n'a pas pris les mains. Et pour moi, celui qui me semblait le plus intéressant, c'était le Baron Mordo, pour sa capacité à rajouter encore des dégâts. Euh, pour sa capacité à renvoyer un peu partout les états qu'on va pouvoir avoir placés grâce à Pyro en particulier. Je trouve très intéressant avec Pyro. Si on veut du bleu, c'est lui. Le problème, c'est qu'il bouge de L. Et sur ce dernier slot à 3, j'aimerais bien avoir un autre perso qui bouge de L. Ça me semble assez important dans la strat avec Mystique de pouvoir courir partout. Actuellement, qui bouge en L, on a personne en fait, tout simplement. Et du coup, ça me semble important d'en avoir sur ce slot à 3. Et là, on se retrouve avec 3 options. Première option, Black Cat, que je trouve très intéressante, qui, en plus de bouger elle, a son grappin, qui gagne encore du terrain de mouvement, et qui a son pouvoir de maître chat cambrioleuse qui permet de piquer un pion à l'adversaire. Avec la capacité de vol de Pyro, on commence à avoir un truc. Je ne l'ai pas retenu, mais ça me semblait une bonne option. Troisième option que je n'ai pas retenue et qui me semblait intéressant, à nouveau un personnage qui bouge de L. Je l'ai passé. C'était. Elle est où C'était Gwen, je ne la retrouve pas. C'était Ghost Spider. Ghost Spider, elle bouge de L, ça va être très intéressant. Et ce que j'aimais particulièrement chez elle, c'était ce de pouvoir de fils de toile et sauver des vies. Fils de toile, ça permet de doublonner la carte tactique de Mystique et de faire rapprocher quelqu'un. Mais cette fois-ci, ça peut être quelqu'un qui a déjà bougé. Et on peut le cumuler
avec la carte de Mystique, ou Fils de Toile, quand on joue Magnéto, qui est un perso qui s'est un peu trop avancé, plutôt que de faire un Magnéto Rush, on fait Fils de Toile, on fait venir ce perso qui s'est trop avancé, et là Magnéto peut lui tomber dessus. Ça me semble intéressant. Deuxième option, sauver des vies. Ça permet de rapprocher des personnages alliés qui se font taper. Avec ce que j'ai déjà évoqué comme volonté de jouer cette perso la survivabilité, Ghost Spider rentre très bien là-dedans. C'est une option que j'ai pas mal considérée, qui me semble intéressante, et que j'ai finalement renoncé pour jouer Zemo. Pourquoi je joue Zemo? C'est un perso qui bouge à elle à nouveau, et c'est un perso qui a charge. Donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Malicia, ça rentre dans ce cadre-là. C'est un perso qui, sous Magnéto, si on ne veut pas faire de Magnéto Rush, va pouvoir faire sa charge tour. C'est aussi un perso qui va coller une bulle autour de lui en attaque et en défense. Défense, on gagne en solidité, et surtout en attaque, on commence à avoir un pattern. Zemo qui permet de relancer un dé d'attaque. Pyro qui permet de calciner quelqu'un, et donc faire qu'il aura moins de dés de défense. Guldor qui permet de faire en sorte qu'on ait un dé en plus sur quelqu'un. Ça permet d'avoir plein de choses comme ça qui vont se stacker sur un même adversaire. Et même si on joue Mystique, donc la version 7 personnages, où on va pas beaucoup cogner, beaucoup être violent sur l'attrition, on peut mettre tout ça sur un personnage et le cogner avec nos nombreux personnages et donc nos nombreuses attaques. Ce qui permet de commencer à faire du dégât. C'est une option que j'aime bien. Je trouve que Zemmour, comme ça, dans les deux stratégies, c'est pour ça que c'est lui qui a mon dernier slot à 3. Et à ce niveau-là, il ne nous reste plus qu'à trouver le dernier personnage, qui, comme j'ai expliqué jusque-là, est forcément un personnage qui va coûter 2 points. Ça va être notre deuxième 2 points, en plus de Toad. Les options en 2 points. Qu'est-ce que je vais considérer? Je vais commencer par considérer Wong, qui est une solution supplémentaire pour faire le Magnéto Rush. Première activation, activation de Wong, il gagne un deuxième point de pouvoir. Il utilise son fidèle assistant pour donner un point de pouvoir à quelqu'un qui va servir de relais à Magnéto. Premier intérêt de Wong. Deuxième intérêt de Wong, je disais que je voulais de la survivabilité, c'est un soigneur. Ça permet de compenser un peu le fait qu'on ait décidé de ne pas jouer de carte de soin. Deuxième option que j'ai considérée, Okoye. On a déjà Malicia qui peut servir de garde du corps. On joue sacrifice. Okoye, ça fait un garde du corps de plus. Et ça commence à faire une chose de plus pour solidifier, sachant qu'elle-même est bien solide en défense. C'était les deux options que j'ai considérées, et finalement, j'en ai choisi une troisième, qui était le grand classique, Black Widow. Juste parce que c'est un personnage qui, outre qu'il est solide, a un mouvement de L, et qui est compliqué à attaquer, entre artiste martial, furtivité, elle peut bien se placer. Il faut la choper vraiment dans l'intervalle qui va bien. C'est elle qui va venir, juste pour le mouvement, en fait. Le reste, c'est un peu secondaire. Ça nous permet comme ça d'avoir deux persos qui bougent à elle. Donc là, on a fait le tour de nos 10 persos. J'en suis content. De ce choix, ça me semble être une bonne option. On va se retrouver en fait avec premier choix, quel leader on prend, Magnéto et Mystique. Et une fois qu'on a sélectionné ce premier leader, le deuxième choix, ça va être est-ce qu'on joue le plus de persos possible, ce qui est possible avec mon choix, ou est-ce qu'on rentre Juggernaut, qui est l'autre seul 5. On aurait pu décider de rentrer d'autres 5, ça n'a pas été mon cas. Petit addenda, j'ai oublié, quand je parlais des personnages à 2, il y a quelque chose qui peut être un peu cute, je pense que c'est plus rigolo qu'efficace. À la place de Zemo et de Widow, on peut essayer un plan Groot et Raccoon, plus leur carte. Je pense que c'est plus rigolo, vraiment efficace. Voilà. On va maintenant choisir la dernière carte tactique qui nous reste à choisir,
Après plusieurs options que j'ai considérées, j'ai décidé de me concentrer sur cette version d'avoir possiblement plein de personnages et de la solidité. Et dans la solidité, on joue Guldor. Et Guldor, il a cette carte-là, Last Minute Save, qui fait qu'un personnage qui devrait être KO par un ennemi, s'il est pas trop loin de Lokjo peut le ramener à côté de lui. Là, avec nos deux cartes de garde du corps, avec nos façons de se défendre qui commencent à être pas mal, plus Last Minute Save, on est vraiment pénible. 7 persos, 2 gardes du corps, une façon quand même de ressusciter les persos, on tient vraiment au choc. Voilà mes choix tactiques d'équipe. Jusque-là, dans cette liste, vous l'avez vu, les choix importants, c'est de jouer de leader, de vouloir jouer possiblement autant de personnages, c'est ce qui limite dans nos choix de 5, et ensuite, les choix sur lesquels je ne suis pas sûr de moi, c'est le choix de note 4, le choix de notre second 2, et le choix des deux derniers 3 qu'on joue, Blob et Zemo. Pour moi, c'est les choix qui sont les plus discutables. Et il nous reste un dernier choix à faire, qui est le choix des crises. Là, c'est un aspect du jeu que je maîtrise très très mal. Je vais essayer de justifier rapidement mes choix, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel je risque d'avoir le plus de progrès à faire, on va dire. Et on va commencer par les sécures. Le choix qu'on a au niveau des sécures, c'est est-ce qu'on décide de jouer pour Mystique, et donc dans ce cas-là, on va jouer des cartes qui jouent de façon le plus dispersée possible et qui permettent de toucher le plus de points possible, ou est-ce qu'on va jouer pour Magneto, et dans ce cas-là, on va vouloir jouer stacké au centre pour pouvoir en profiter. Ou est-ce que troisième option, on va essayer d'avoir un petit mix pour jouer l'un ou l'autre. Ou, dernière option d'ailleurs, de jouer des cartes, des, des choses qui peuvent convenir aux deux. J'ai pas assez de recul pour bien choisir là-dessus, et je pense que c'est vraiment un point sur lequel ces listes vont pouvoir être améliorées. Donc les choix que j'ai fait en l'état, ça va être les, les Scoundrels, c'est la seule sécure à 5 points. Tout simplement, c'est celle qui permet de mettre le plus de points. Et ensuite, je veux des sécures à 4 points, c'est la plupart d'entre elles. Et j'ai décidé de jouer des sécures qui faisaient une mise en place en D, ce qui est pour moi le plus intéressant pour Mystique. Et donc j'ai pris sécure en D. Elles sont où? Donc on a portail, début d'émeute, l'invasion. Je suis parti sur l'invasion cosmique et euh, le début d'émeute. Début d'émeute, ça permet de tenir, de soigner des persos, et vu qu'on joue mystique, on n'a pas envie de se soigner les uns les autres. Et le dernier, j'avais dit que c'était l'invasion cosmique qui est là. L'invasion cosmique, ça veut dire on va avoir des persos qui risquent d'être un peu bougés dans tous les sens. Vu que notre but c'est de bouger un peu nous-mêmes dans tous les sens, vu qu'on a Lokjo qui permet de déplacer des persos, et vu qu'on a la carte de Mystique, je me disais que c'était un élément intéressant de pouvoir, comme ça, bloquer un peu l'adversaire. Voilà pour les sécures. Pour les extracts, ça a été un peu le même raisonnement qui m'a fait choisir. Euh, ils sont plutôt arachno-infectés. Donc là aussi, c'est une façon de faire bouger les persos de façon comme ils ne le veulent pas. Mutants et citoyens. Les citoyens. Vous voyez, là, on est sur des choses qui permettent de marquer 5 points par tour. On rejoint ce que je disais tout à l'heure. 5 points, ça permet d'avoir des points assez écartés sur les côtés. Et c'est une crise qui nous incite à jouer pas mal de persos pour éviter de subir le dégât et pour avoir le point de victoire bonus. Plein de persos, c'est ce qu'on veut faire. Et donc j'ai dit que la dernière option, c'était les mutants extrémistes. Les mutants extrémistes, c'est la seule qui permet d'avoir 6 points. Donc c'est intéressant pour Mystique.
Par contre, ça force à jouer groupé au centre, ce qui va plus avec Magneto. Donc ça, je ne sais pas trop. Ça limite les déplacements, ce qui rend la carte de mystique beaucoup plus intéressante, ce qui rend le pouvoir de Lockjaw plus intéressant aussi. Et le fait que ça soit comme ça groupé, d'avoir tous les civils au centre, ça rend aussi la carte de Pyro plus intéressante. Donc ça me semblait des arguments intéressants pour pouvoir jouer ça. Voilà pour la liste, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir la sauvegarder. Et c'est ce que je vais emmener la semaine prochaine au tournoi de Bornel. Euh, si vous avez des questions, ou si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas. Je ne sais pas si cette vidéo sera publiée avant le tournoi ou un peu après. Et dans tous les cas, j'essaierai de faire un petit retour sur le tournoi, sur la liste, si j'ai le temps, et surtout si j'ai des choses intéressantes à dire. Voilà, bonne continuation à vous, à bientôt.